Même si au début des Simpsons, la série était plus concentrée sur les enfants, avec le temps, le personnage principal est devenu Homer. Mais il y a pas mal d'épisodes que j'aime beaucoup qui sont centrés autour des enfants Simpsons et qui montrent à quel point ils peuvent retourner toute la ville, pour le meilleur ou pour le pire. Alors aujourd'hui, voyons quelques-uns de mes épisodes préférés centrés sur les enfants Simpsons. La famille Simpson a reçu du courrier et il y en a pour tout le monde. Homer a reçu un magazine, Lisa un CD, mais Bart, lui, n'a rien reçu. Et Marge lui donne du courrier en vrac. Et dans ce courrier en vrac, il trouve une lettre dans laquelle il y a une carte de crédit au nom d'un autre homme, mais qui va être utilisée pour acheter des choses. Et Bart reste un enfant de 10 ans, et quand il se ramène chez le vendeur de BD pour acheter quelque chose avec sa carte, il est directement viré. Mais Bart a trouvé un moyen d'acheter des choses sans que son âge vienne perturber le processus. Il décide d'acheter des choses au téléphone, comme ça il a pas besoin de se montrer. Et il commence par acheter des choses pour sa mère et son père, mais très vite il va commencer à acheter beaucoup plus d'objets, ce que Lisa va remarquer, et elle va lui demander d'où vient cet argent. Mais bon, il va détourner la question et l'amadouer en lui offrant quelque chose pour qu'elle se taise. Pendant qu'il continue ses achats, il tombe sur l'annonce d'un chien, qui est vendu comme le meilleur chien de tous les temps. Donc il appelle pour l'acheter. Et quelques jours plus tard, son chien arrive. Et c'est vraiment le chien parfait. Il est beau, soyeux, et fait même des tours. Bref, un chien de luxe vraiment exceptionnel, et toute la famille Simpson l'adore. La nuit, Bart reçoit un coup de fil sur son téléphone. Il lui dit qu'il faut qu'il rembourse tous les crédits qu'il a pris. Et oui, Bart a 10 ans, il connaît pas le concept de crédit. Donc pour se débarrasser du problème, il décide d'enterrer la carte. Une fois rentré à la maison, la famille a bien compris que Bart avait acheté des choses grâce à une carte de crédit. Parce que des gens sont là pour tout ressaisir et lui reprendre tous les objets qu'il a achetés. Et ils savent aussi qu'il a acheté un chien. Et donc il doit leur rendre un chien. Pas forcément la scie, juste un chien. Et dans tous les cas, ils savent pas à quoi ressemble le chien. Donc Bart décide de garder la scie et de laisser son chien se faire saisir. Mais la famille Simpson s'en fiche totalement parce que la scie est leur chien préféré. Ils l'emmènent dans un parc à chiens dans lequel ils ont jamais amené Petit Papa Noël. Parce que Petit Papa Noël, ce qu'il adore faire, c'est rester avec Bart. Et en parlant de Bart, il commence à se sentir mal d'avoir donné son chien. Et même si toute la famille adore le nouveau chien, lui, son vieux chien, le manque. Et il se demande même où il est. Parce qu'il aurait pu finir n'importe où. Et il s'ennuie très vite de la scie parce qu'il est un peu trop parfait. Il sauve des vies, etc. Donc il décide de le donner à la police. Une fois rentré, il annonce à sa famille qu'il a donné le chien. Ils sont tous un peu énervés, mais quand ils apprennent pourquoi, ils le pardonnent. Et du coup, ils lui demandent d'aller chercher leur ancien chien. Et c'est là qu'il avoue qu'il a donné les chiens à la société de saisie. Maintenant, sa nouvelle mission, c'est de retrouver son chien. Déjà, il va chez les prêteurs sur gage, qui lui dit qu'il a donné les chiens à sa tante Patty. Patty lui dit qu'elle a donné à Willy. Willy lui dit qu'il a donné à l'église. Et l'église lui dit qu'ils l'ont donné à un homme qui en avait besoin. Il donne l'adresse de l'homme à Bart, et il va devant sa maison. Il sonne à la porte, et quand il ouvre, il voit un homme aveugle. Et il sait déjà qu'il va pas récupérer son chien de façon classique. Même si moralement, c'est compliqué de le récupérer, il est prêt à tout, même à s'introduire illégalement chez quelqu'un. Une fois qu'il est dedans, il retrouve son chien, mais il fait un peu trop de bruit, donc l'homme aveugle se réveille. Bart décide de se cacher dans un placard, et son chien le trace à son odeur, et aide l'homme aveugle à le retrouver. Il est coincé dans un placard, et l'homme reste devant la porte avec un téléphone, pendant qu'il appelle la police. Et dès que Bart entend qu'il a appelé la police, il sort et explique que c'est un enfant, et qu'il veut juste récupérer son chien. Mais bon, l'homme refuse de lui donner, parce qu'il a clairement plus besoin d'un chien que lui. Et tout d'un coup, la police arrive et ouvre la porte avec Lassie, qui se jette sur le monsieur aveugle pour lui faire des léchouilles. Et bon, il trouve ce chien beaucoup plus sympa, mais Lassie ne le lèche pas parce qu'il aime. S'il le lèche, c'est parce qu'il a sorti de l'herbe sur lui. Et l'homme se fait arrêter et Bart récupère son chien dans la foulée. Bart se réveille à côté de Nelson et de Milouz, accrochés et enfermés dans une pièce qui leur sert de prison, sans se souvenir comment ils sont arrivés ici. Ils sont attachés par les pieds et essaient de se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'ils atterrissent ici. Ils étaient à une soirée de pyjama chez Milouz et ils ont reçu une caisse de jus d'orange. Sans y prêter réelle attention, ils boivent le jus d'orange et quelques minutes après, Bart et Milouz s'évanouissent. Là où Nelson essaie de voler leur argent avant qu'il tombe lui-même dans les pommes. Il se demande qui les a enfermés et pourquoi ils sont là, avant que la porte s'ouvre et qu'on découvre Lisa. Mais pas la Lisa d'habitude, une Lisa mentalement dérangée qui joue plusieurs personnages. Tiens, de quel film cet épisode pourrait bien s'inspirer? Pendant ce temps, Marge et Homer s'inquiètent de la disparition de Bart, mais Lisa les informe que Bart restera une nuit de plus chez Milouz. Une fois de retour dans la prison, les garçons essayent de s'échapper en cassant la porte, mais en vain, elle est trop dure pour être cassée par la tête de Milouz. Ils ont tout essayé même de se manger les membres, mais bon, problème, Milouz est allergique à lui-même. On est à un niveau sur l'échelle du loser jamais vu. Lisa revient sur un autre personnage, un homme écossais, et les libère, mais leur dit de faire attention à la bête. Une fois sortis de cette prison, les garçons tombent face à face à Lisa, la bête, qui compacte Milouz et mettra fin au jour de Nelson. Et avant d'en finir avec Bart, il lui demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça. C'est là qu'on découvre que Bart avait trafiqué l'une des interros de Lisa en mettant des fausses réponses. Le plus fou, c'est que Madame Hoover est clairement consciente que ces réponses ont été ajoutées par Bart, mais décide quand même de noter Lisa avec un F, ce qui va la faire devenir folle. Mais dans un dernier élan d'espoir, Bart lui rappelle que c'est son frère et qu'il sera toujours à ses côtés. Ce qui pour lui marche, et c'est grâce à ça qu'il sauve sa peau. Là où Milouz verra pour toujours en tant que déchet compacté. Tout ça à cause d'un petit F sur l'interro de CE2.
c'est la période de Noël et tous les enfants de Springfield regardent la télé. Et pareil pour les deux enfants Simpson, qui regardent le spécial Noël de Krusty. Et ils tombent sur une pub d'un nouveau jeu vidéo. Un jeu vidéo de combat hyper violent, appelé Bone Storm. Et qui pour la campagne de marketing va dire aux enfants de demander à leurs parents d'acheter le jeu ou d'aller se faire voir. Et Bart, comme un enfant bien influençable, va voir sa mère et lui demande de lui acheter. Mais Marge refuse de lui acheter car elle pense que ça le déconcentrait de l'école et de ses cours. Et face au refus de ses parents, Bart part se coucher. Et sa mère vient le border dans son lit. Et Bart lui dit qu'il n'est plus un bébé et donc il n'a plus besoin d'être bordé. Le lendemain, Bart se balade dans la ville, un peu désespéré de ne pas avoir son jeu. Mais il tombe sur une annonce devant le magasin du vendeur de BD qui indique avoir Bone Storm pour 99 cents. Une fois rentré, il lui lance quelques pièces et le vendeur lui dit que 99 cents c'est pour louer le jeu, mais qu'il en a plus. Et par contre, il a encore des copies de ce jeu-là, un jeu de golf un peu pourri là. Bart part encore plus dépité et passe devant la maison de Milouz, où il entend qu'il a clairement le jeu. Il rentre dans sa maison et demande à son meilleur ami de lui prêter le jeu. Mais Milouz ment et fait virer Bart de sa maison. Il décide de passer au magasin pour voir son jeu en vitrine. Et il tombe sur un gamin pourri gâté et il le voit acheter le jeu. Et Bart l'envie. C'est là qu'il écrase Nelson qui rôde dans le magasin. Mais bon, il est pas là pour faire des achats. Lui et Jimbo font du vol à l'étalage. Et ils disent à Bart que s'il veut un truc, il a qu'à le prendre. Donc il saisit le jeu, le glisse sous sa veste et se dirige vers la porte du magasin. Il est nerveux, il pense qu'on l'a vu. Une fois passé les portes du magasin, il est rassuré. Mais sa joie n'est que de courte durée quand le gars de la sécurité l'attrape par l'épaule et lui demande ce qu'il cache. Bart est dans le bureau du gars de la sécurité du magasin qui lui montre une vidéo sur le vol à l'étalage et qui lui explique à quel point c'est mal ce qu'il vient de faire et qu'il va directement appeler ses parents. Et au téléphone, il explique à ses parents tout ce que Bart a fait. Et il pense qu'il est fichu. Mais une fois le téléphone raccroché, le gars de la sécurité lui dit qu'il n'était pas là et donc il leur a laissé un message. Et vu que c'est la première fois qu'il voit Bart, il peut partir, mais à une seule condition, qu'il ne remette plus jamais les pieds dans son magasin. Et vu qu'on est à une certaine époque, les répondeurs enregistrent les messages sur des cassettes. Donc Bart peut encore rentrer chez lui rapidement et changer la cassette où il y a le message du magasin et ne pas se faire griller. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, Bart est en joie. Il s'est certes fait attraper hier en train de voler à l'étalage, mais bon, ses parents ne le savent pas, donc il peut continuer sa journée normalement. Mais il remarque que tout le monde est bien habillé et Marge l'informe c'est parce qu'ils vont faire une photo de famille. Seul problème, ils vont faire dans le même magasin où il a volé hier. Et là, Bart s'imagine déjà en prison. Et pendant tout le chemin, il va essayer de pas se faire remarquer. Du déguisement à littéralement presser sa famille, rien ne va marcher, les Simpsons vont prendre leur temps dans ce magasin avant de faire leur photo. Et au moment où il doit faire la photo de famille, c'est la dernière étape. Mais Marge ne veut pas que Maggie s'attétine sur la photo. Donc forcément, elle commence à pleurer. Mais là, le photographe arrive à la calmer. C'est bon, tout le monde est prêt. Ils peuvent faire la photo de famille. Et au moment où le photographe dit cheese, Bart se fait attraper par le gars de la sécurité qui lui avait bien dit de plus jamais revenir dans son magasin. Surtout pour faire du vol à l'étalage. Marge n'y croit pas. Elle pense qu'il s'est trompé de garçon. Et pour lui prouver qu'elle a tort, il va jouer la vidéo de sécurité devant tout le monde. Où on voit clairement Bart voler. Une fois rentré à la maison, Homer lui crie dessus. Mais pour Bart, c'est pas ça le pire. C'est le fait que sa mère soit totalement silencieuse. Et il demande à Lisa qu'est-ce que ce silence veut dire. Elle lui explique qu'elle est clairement pas énervée, mais elle est juste déçue. Et ce soir-là, Bart laisse sa porte ouverte pour que sa mère vienne le border. Mais quand elle passe, elle ferme juste la porte. Homer et Marge ont une discussion où Marge réalise que Bart n'est plus un enfant et qu'elle doit arrêter de le materner. Et donc elle arrête de s'occuper de lui. Que ce soit pour le petit déjeuner ou même le fait d'aller à l'école, il se débrouille seul à partir de maintenant. Et Bart se sent mal de pas se faire materner. Et donc il va chez Milouz pour lui en parler. Mais bon, il s'en fiche. Il lui propose même de prendre son Bone Storm parce qu'il a un nouveau jouet. Mais comme un bébé, Bart voit Milouz avec un nouveau jouet, il le veut aussi. Et donc pour le faire dégager, Milouz ment à nouveau et sa mère vire Bart. Et sur le chemin de la sortie, Bart demande à la mère de Milouz s'il peut rester avec elle, l'aider à faire des trucs de maman, vu qu'entre guillemets il a perdu la sienne. Une fois ça fini, il se dirige vers sa maison et il entend toute sa famille rigoler. Et il les découvre en train de s'amuser tous ensemble à faire des bonhommes de neige. Et ils lui disent qu'il peut aussi en faire un en récupérant de la vieille neige sous la voiture. De retour à la maison, Marge met de la fausse neige sur le sapin et voit Bart entrer discrètement en cachant quelque chose sous sa veste. Et elle se dit qu'il a encore volé. Mais une fois qu'elle lui force à montrer ce qu'il cache sous son blouson, son visage s'illumine de joie. Bart a refait une photo pour pouvoir lui offrir à Noël. Et vu que Marge a reçu son cadeau en avance, elle lui dit d'ouvrir un de ses cadeaux aussi en avance. Et c'est un petit jeu vidéo qu'il aimerait bien. Non, pas à Bone Storm, non. Elle lui a offert le jeu de golf tout pourri que le vendeur de BD lui a montré. Ouais, ça nous est tous arrivé, hein, de demander FIFA à tes parents et tu reçois Expérience Football 2004 parce qu'il voit pas la différence. Mais bon, au moins Bart a pu comprendre le vieil adage, voler n'est pas bon. L'épisode s'ouvre sur les Simpsons en train d'échapper à l'avion des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'Homer a volé la flamme olympique. Tout ça parce que les Jeux Olympiques ont annulé la diffusion d'une de ses séries préférées. Après qu'il ait failli tuer toute sa famille, il s'ennuie et décide de rouler un peu dans la ville. Il tombe sur une kermesse d'une école privée. Et Lisa est choquée de découvrir que Springfield a bel et bien des écoles privées. Parce que son père l'avait dit que ça n'existait pas dans la ville. Et pendant que les parents tapent la causette, Lisa fait un tour de l'école pour voir à quoi ça ressemble. Et elle tombe sur des salles de classe belles, propres, beaucoup plus avancées que ce qu'elle connaît. Et le principal Skinner, qui espionne pas loin de l'école, casse la vitre d'une salle et vole du matériel. Pendant ce temps, Bart lui fait des autotamponneuses. Et bon, c'est une école d'enfants de riches, et au lieu de se rentrer dedans, ils font que rouler calmement. Mais Bart commence à rentrer dans tout le monde et provoque plusieurs accidents. Un peu plus tard, on tombe sur 3 bullies qui volent le sac d'une fille. Et pendant qu'ils sont en train de l'embêter, ils se prennent un coup de gâteau dans le visage, qui vient directement de Bart, qui est venu défendre la fille, qui se fait voler le sac. La fille remercie Bart et elle trouve qu'il est hyper sympa. Et le père de la fille vient la chercher, son père qui est Rainer Wolfcastle. Et son nom à elle, c'est Greta. Et le lendemain, elle lui donne rendez-vous chez elle. Le lendemain, Bart a rendez-vous chez Greta directement chez elle. Et son père vient les chercher directement dans sa grosse bagnole rouge. Et leur maison est énorme, normal pour une célébrité
célébrités et la chambre de Greta est remplie de plein d'accessoires des films de son père. Ils vont passer l'après-midi ensemble à jouer, parler et regarder des dessins animés. Et clairement, même si Bart ne le voit pas, Greta est intéressée par lui. Le soir même, Greta et son père sont invités à dîner chez les Simpsons. Et Marge fait des spécialités allemandes qui consistent en saucisses et saucisses. Rien qui est adapté au goût de Lisa. Et en même temps, sous la table, Greta tient la main à Bart et lui sourit. Elle est littéralement pas plus claire comme signe, mais demeuré comme il est, il lance une guerre des pouces. Le lendemain, Bart est à nouveau invité chez Greta, mais cette fois-ci, il est pas venu tout seul. Il est venu avec son meilleur ami, Milouz, qui ne colle pas du tout au thème romantique que Greta s'était fait dans sa tête. Et la famille de Greta et les Simpsons commencent à se rapprocher, ils vont partout ensemble. Le père de Greta invite même les Simpsons à un match de basket où il y a eu des places proches du terrain. Pendant le match, Greta invite Bart à venir au bal de son école, proposition qu'il accepte, mais le lendemain, pendant qu'il traîne dans les couloirs de l'école, Bart entend le proviseur parler du fait qu'elle est performée à un comedy club. Et malheureusement, c'est le même soir que le bal de Greta. Mais Bart ne veut pas manquer une occasion d'humilier son principal, donc il abandonne Greta. Après s'être amusé toute la soirée, il rentre chez lui et trouve Lisa sur le pas de la porte. Et elle va lui faire une petite leçon de morale parce qu'il a menti à Greta. Elle va lui faire comprendre que cette fille l'apprécie beaucoup et qu'il est en train de la perdre, tout ça pour des blagues stupides. Mais Bart veut uniquement voir Greta en tant qu'amie et donc dès le lendemain, ils iront avec elle. Le lendemain, il sonne chez elle pour la voir en tant qu'amie et quand la porte s'ouvre, il tombe sur Milouz. Greta explique qu'elle sort maintenant avec son meilleur ami et lui a même fait un dessin pour lui montrer ce qu'ils ont fait ensemble. Et bien que Bart ne montre aucun intérêt pour Greta, ça reste un gros bébé. Donc vu qu'il ne peut pas avoir Greta, il la veut maintenant. Il va appeler chez elle pour lui faire croire qu'elle a oublié quelque chose chez lui, mais c'est déjà trop tard. Dans 10 minutes, elle s'envole pour le Canada avec son père et Milouz. Et Bart veut la récupérer. Et donc il demande une faveur à sa famille, qui part tous ensemble récupérer une fille au Canada. Et bien que Homer venne le Canada en l'appelant la petite Amérique, c'est parti, toute la famille voyage en première classe au Canada. Une fois arrivés, ils visitent, mais leur but c'est d'aller dans les studios où le père de Greta tourne, pour que Bart ait une chance de la croiser. Une fois qu'il l'aperçoit, il veut se rapprocher, mais problème, Milouz lui en empêche. Et c'est parti, les deux meilleurs amis se battent pour une fille. Une bagarre qui va durer longtemps, et avec très peu de dommages sur l'un comme l'autre, parce qu'ils sont faibles. Mais pour mettre fin à ça, Greta va les stopper et dire qu'elle rompt avec Milouz, et qu'elle veut plus sortir avec aucun d'entre eux. Elle veut se concentrer sur son avenir au lieu des garçons. Et à la fin de l'épisode, Bart comme Milouz ont perdu une fille, la même fille, mais au moins ils sont toujours là, l'un pour l'autre. Le 9e anniversaire de Lisa, après 30 ans d'existence, et elle a peur de grandir et de passer à une nouvelle étape de sa vie. Mais bon, elle doit quand même se lever car aujourd'hui c'est sa fête. On trouve Krusty qui distribue des ballons. D'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi Krusty est toujours aux anniversaires des Simpsons. C'est pas censé être genre une méga célébrité? Bref, Sherry et Terry sont là et font la remarque à Lisa que son anniversaire est rempli de losers. Ce qui est plutôt vrai quand tu vois que le truc le plus intéressant, c'est Ralph qui rôde des paillettes. Lisa est tellement ennuyée qu'elle dit qu'elle préférait disparaître qu'être présente. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se fait renverser dans son propre salon par le vieux Gilles. Mais au lieu de disparaître à jamais, elle revient au point de départ. Et tout est pareil qu'au début. Elle croit que c'était un rêve, mais en faisant une petite décision différente, elle réussit à vivre plus longtemps dans cette boucle. Elle se rend compte qu'elle pourra contrôler toute sa vie comme ça. Mais avant, elle est prise à part par Nelson, qui veut lui parler car elle a l'air au courant de son problème. Mais avant même qu'il ait eu le temps de dire un mot, la cabane de Bart s'effondre sur eux, ce qui leur fait recommencer la journée d'anniversaire de Lisa. Nelson lui explique qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle, où leur destin à chaque fois c'est d'avoir une fin tragique. Et donc ils vont essayer de passer la journée d'anniversaire de Lisa en repoussant un maximum l'arrivée de leur disparition. Ils partent chercher une solution dans le seul endroit qui peuvent les aider. Non, pas l'église, chez Jeff, le vendeur de BD. Il explique toutes les solutions qu'il connaît par rapport au film qu'il a vu. Le problème c'est que toutes les solutions ne marchent pas. Dans leur cas, ils ont déjà essayé toutes ces solutions. Et oui, c'est pas la première fois qu'ils viennent le voir. Ils sont déjà venus le voir plus de 900 fois. Mais Lisa se rappelle d'une chose. La cause de son premier décès, c'est le vieux Gilles. Et donc ils prennent la décision tout simplement de faire disparaître le vieux Gilles pour ne plus être bloqué dans la boucle temporelle. Et une fois ça fait, Lisa peut enfin terminer sa journée d'anniversaire. La classe de Bart regarde un film qui parle de la diversité et du respect d'autrui. Mais vu qu'il trouve le film ennuyant, il décide de regarder par la fenêtre. Et c'est là qu'il tombe sur Monsieur Burns dans une voiture compliquée. Et c'est parti pour un pressing mérité sur la voiture de Monsieur Burns. Et pour se mettre à la page, Monsieur Burns décide de commander une Lamborghini Fasterosa directement d'Italie. Mais il a besoin d'un employé pour la récupérer. Et fruit du hasard, il va choisir Homer. Il partira avec toute sa famille récupérer sa voiture en Italie. Et tout se passe bien, ils s'assemblent la voiture, les Simpsons récupèrent la voiture et visitent l'Italie. Ils se rendent dans des endroits culturels et qui est leur propre fast-food. Ils se baladent sur les routes d'Italie jusqu'à tomber derrière un camion qui transporte du fromage. Et à cause d'un accident, le fromage se met à voler dans tous les sens. Ils réussissent à l'éviter jusqu'au moment où un morceau de mortadelle écrase la voiture. Il la pousse jusqu'à un petit village espérant trouver quelqu'un qui peut la réparer. Mais bon, personne parle anglais à part le maire de la ville. Ils se rendent dans les bureaux du maire pour qu'il les aide. Et révélation, le maire est Tahiti Bob. Et voici comment il est devenu maire. Après avoir essayé de tuer Bart pour la je sais combienième fois, il décide de quitter Springfield et se rendre en Toscane. Une fois arrivé, c'est un peu compliqué pour Bob. Mais dû à son passé de clown et ses pieds géants, il est engagé pour faire du vin. Et après ça, il gagne en popularité grâce à ses grands pieds et devient le maire de cette petite ville en Italie, dans laquelle maintenant il a une femme et un enfant. Et il supplie les Simpsons de ne pas parler de son passé de prisonnier à sa famille. Et ils pourront rester ici le temps qu'ils réparent leur voiture. Les Simpsons acceptent et en vérité ils s'amusent plutôt bien avec Bob. Tout se passe bien jusqu'au moment du dîner, où ils servent du vin même aux enfants. Et Lisa, bien beurrée, au cours du dîner, va lâcher beaucoup d'indices sur son passé aux États-Unis. Jusqu'à ce que Bob la vire de la table, mais en tombant, elle arrache le costume de Bob, ce qui révèle son uniforme de prisonnier. Uniforme de prisonnier qu'il a gardé sur lui pendant tout ce temps. On dirait qu'il est scellé à son
son corps, et les autorités italiennes ouvrent un cahier où il y a tous les criminels en Amérique. On voit le serpent qui est là pour multiples braquages, le maire Quimby pour conduite en état d'ivresse, et Peter Griffin pour plagiat. On fait encore allusion au fait que Peter n'est qu'un plagiat d'Homer dans cet épisode, mais c'est pas fini. Juste après, il y a une photo de Stan Smith où il est écrit plagiat de plagiat. Et là, c'est deux séries de CF qui en prennent pour leur Graal. Le village découvre que Bob est un criminel et le rejette directement. Mais Bob n'en a pas fini. Maintenant qu'il a découvert, il décide de se venger de la famille Simpson. Il est pourchasse dans toute l'Italie et pour se faire aider, Tahiti Bob peut se reposer sur sa famille, sa femme et son bébé d'1 an qui s'amusent avec un couteau. Ils vont traquer les Simpsons dans toute l'Italie et pour s'échapper, la famille trouve une solution. Il y a ce soir une représentation de Krusty dans un théâtre en Italie et donc il décide de s'incruster à la performance et de demander à Krusty de les faire évader. Mais vu qu'il doit d'abord faire sa performance, il leur propose de se cacher parmi les figurants. Et pendant la représentation, Krusty se fait remplacer par Tahiti Bob et sa famille commence à rentrer sur la scène. Les Simpsons sont piégés, c'est fini pour eux. Mais à la dernière minute, Krusty débarque dans une voiture et s'interpose entre la famille de Bob et la famille Simpson, ce qui les sauve à la dernière minute. Les vacances d'été commencent lentement à s'approcher et Bart et Milhouse se demandent ce qu'ils vont faire. Et Milhouse est tellement excité qu'il ne peut même pas attendre la fin de la journée parce qu'il se barre dès le premier son de cloche. Et comme la fin de l'année approche, les cahiers de fin d'année sont livrés à l'école et c'est Lisa qui gère la distribution. Une fois que tout le monde a son livre de fin d'année, le but c'est d'avoir la signature d'un maximum de personnes. Et pendant que Lisa galère à avoir une signature, Bart fait faire la queue pour la sienne. Lisa ne comprend pas pourquoi les autres élèves ne se ruent pas pour voir sa signature. C'est littéralement l'élève parfaite. Au même moment, Homer et Flanders discutent. Il explique qu'il devait aller en vacances, mais il a été appelé en tant que jury dans un procès et propose à Homer de lui laisser sa maison de vacances. Deal, les Simpsons partiront donc en vacances dans la maison de plage des Flanders. Et ils disent à leurs enfants qu'ils peuvent ramener chacun un ami. Bart amènera Milhouse et Lisa amènera ce qu'elle pourra. Marge vient vers Lisa pendant qu'elle fait ses valises. Elle explique à sa mère qu'elle n'a pas d'amis, que ses amis sont ses bouquins. Mais cet été, c'est décidé, ça sera différent. Elle laisse toutes ses affaires à la maison et c'est parti pour la maison de vacances. Et au moment d'ouvrir les valises, Lisa montre à sa mère qu'elle n'a rien pris avec elle parce qu'elle veut se refaire une garde-robe pendant les vacances. Lisa va créer une personnalité qui n'est pas du tout la sienne, en arborant une tenue qui n'est pas du tout son style habituel. Mais Lisa essaie de se fondre dans la masse. Elle sait très bien que ce qui intéresse le plus, c'est les trucs d'intello. Et donc elle va déprimer près de la mer. Mais sur la plage, Lisa croise un groupe de jeunes qui ont l'air cool. Et donc elle va les approcher en changeant totalement sa personnalité. D'un seul coup, elle est devenue Lisa, la meuf chill, traîne avec des skaters. Et son frère voit ça au loin et se demande comment Lisa a fait pour traîner avec des gens aussi cool. Et pour les avoir dans sa poche, Bart va faire des figures de skate devant eux, ce qui ne va pas du tout les impressionner, parce qu'il veut trop attirer leur attention. Et le temps d'un été, les rôles s'inversent. C'est Bart qui est à la maison en train de jouer avec leurs parents, pendant que Lisa est dehors et s'amuse. Elle commence vraiment à créer des liens forts avec son nouveau groupe. Pendant ce temps, Homer veut fêter le 4 juillet, donc il va acheter un méga feu d'artifice. On est plus proche de la bombe que du feu d'artifice, mais bon, c'est l'Amérique. Pendant ce temps, Lisa et ses potes traînent dans la maison de vacances des Simpsons. Lisa crée un vrai groupe d'amis avec qui elle peut parler de tout. Pendant ce temps, dans la cuisine, Homer par accident allume son pétard et le fait exploser dans la cuisine. Dieu merci, c'est un pétard d'Amérique, donc c'est pas de la qualité de fou. Lisa et ses amis décident de passer la soirée sur la plage, pendant que Bart lui est enfermé à la maison. Et il les voit au loin, sur la plage, et Lisa commence à le charrier. Et tout le groupe d'amis de Lisa se met à se moquer de lui. Bart le prend très mal, c'est que sa sœur ne joue qu'un rôle, et donc il décide de l'afficher. Pendant qu'elle joue avec ses amis, il s'approche lentement avec le cahier de fin d'année de Lisa, et décide de leur montrer. Et dans le carnet de Lisa, c'est littéralement écrit « Chouchou des profs », ce qui en un instant détruit toute l'image qu'elle avait créée. Le lendemain, Bart se réveille et part s'excuser auprès de Lisa. Mais c'est mort, c'est la guerre. Et toute la journée qu'ils vont passer ensemble, ils vont se disputer. Surtout à la fête foraine. À tous les jeux, ils vont être en bif. Que ce soit pour faire exploser la tête du clown et surtout aux autotamponneuses. Bart va envoyer voler sa sœur. Lisa est abattue et décide de rentrer à la maison. Une fois rentrée, elle trouve son ancien groupe d'amis autour de la voiture de ses parents, en train d'écrire quelque chose. Elle se dit que c'est un message qui se moque d'elle, et au contraire, ils ont laissé plein de messages d'amour juste pour elle. Peu importe ce que les gens disent sur elle, ils apprécient Lisa pour ce qu'elle est. Une personne intelligente, qui a des centres d'intérêt variés. C'est le moment de partir, et Bart montre une dernière fois le carnet de Lisa à ses amis. Et c'est un peu pour se moquer, pour qu'ils y laissent leur signature. L'épisode commence dans la classe de Bart et aujourd'hui ils ont une présentation assez spéciale, celle d'un robot qui viendra du futur et qui les invite tous à aller au musée de la connaissance. Et comme les robots d'Elon Musk, il est discrètement contrôlé par un humain à distance. Une fois arrivé au musée de la connaissance, il y a plein d'activités différentes. Tu peux marcher sur les murs, voir un ordinateur créé par le professeur Frink qui ne fait rien, et même faire du skate sur Mars, ce que Bart fait, et il tombe sur Ralph qui avait le doigt enfoncé dans je veux pas savoir. Et au même moment des petits voyous arrivent et comme d'habitude il veut se faire la tête de Bart. Mais bon là Ralph est beaucoup plus intéressant et donc il le lance et le coince dans une oreille géante. Le chef Wiggum et Marge viennent récupérer Ralph. Une fois libéré, Ralph commence à faire le chien. Ouais, il est vraiment spécial. Mais Marge se dit qu'il sera un bon ami pour Bart. Et un jour où Bart veut sortir, Marge le piège directement en lui disant qu'elle a un nouvel ami pour lui, quelqu'un qui est amusant et cool, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle ouvre la porte et il tombe sur Ralph. Bart essaie de lui expliquer que Ralph est encore un plus gros loser que lui et traîner avec lui va baisser sa cote de popularité qui est déjà assez basse. Mais Marge l'ignore et le force à jouer avec Ralph. Qui arrive avec les mains pleines de chocolat et un pince-doigt. Ils vont dans la chambre de Bart et il met du chocolat partout. Donc Bart décide de le sortir de sa chambre et de marcher dehors. Même s'il
qui marche à 3 mètres devant lui et le pousse même dans les buissons quand il croise des voyous de l'école. Pendant que Bart est chez Ralph, il s'ennuie assez vite. Mais Ralph lui parle du placard secret de son père où il range toutes les affaires de police. Et Bart et Ralph décident de s'amuser. Mais le père de Ralph rentre et il pense que quelqu'un s'est introduit chez lui. Mais il découvre assez vite que c'est son fils et son nouvel ami et les autorise à jouer avec les objets de la police. Et Bart remarque que le chef lui gomme a autour du cou une clé. Et Ralph lui dit que c'est la clé secrète de son père. Une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes de la ville, magasins, maisons, mairies. Et Bart qui adore foutre le bordel partout se dit que ce serait clairement la clé parfaite à avoir. Donc pendant que le père de Ralph dort, ils vont secrètement lui voler sa clé et partir dans la ville mettre le bazar dans certains commerces pendant les heures de fermeture. Entre Lego, animaux et même manger un gâteau de mariage en entier, la soirée des deux garçons est bien remplie. Et en rentrant vers chez Ralph, il tombe sur le groupe de voyous. Et Bart veut les impressionner et va leur montrer la clé qui ouvre toutes les portes de la ville. Et le groupe de voyous se dit qu'ils peuvent l'utiliser pour s'introduire dans l'ancienne prison de la ville. Une fois devant l'ancienne prison, Ralph prend peur et dit à Bart qu'il veut rentrer. Les voyous demandent à Bart de faire un choix, où il abandonne Ralph, ou il se casse. Et Bart, comme un gros lâche qu'il est, abandonne Ralph. Mais il se met à pleurer en disant qu'il ne peut pas rentrer chez lui sans la clé de son père. C'est là que les voyous se moquent de lui, prennent la clé et la balancent dans la prison abandonnée. Maintenant, ils sont obligés de rentrer. Pendant que les voyous, eux, se cassent faire autre chose. Bart et Ralph rentrent dans la prison et ils ont peur. En même temps, c'est un endroit abandonné et c'est des enfants de 10 ans. Ralph est plus que déterminé à prendre la clé de son père et rentrer chez lui. Une fois qu'ils trouvent la clé, ils se baladent comme un peu dans la prison et tombent sur la chaise électrique sur laquelle ils enlèvent le mode sécurité et qu'ils allument. Mais pris de peur par le garde qui rôde, ils ont même pas le temps de tester la chaise et ils rentrent chez eux. Ralph et Bart sont chez les Simpsons et jouent aux cartes avec la télé en fond qui passe un discours du maire Quimby qui décide de rouvrir l'ancienne prison abandonnée où il se trouvait hier pour envoyer un message aux criminels. Et pour prouver à quel point le crime ne paye pas, le maire va s'attacher à la chaise électrique et mimer le fait de se faire électrocuter. Seul problème, l'ancienne prison de Springfield reçoit encore de l'électricité. Et bien que les garçons hier n'ont pas eu le temps de tester la chaise, ils savent qu'elle est branchée et doivent trouver une solution avant que le maire meure. Et demande à Lisa qu'est-ce qu'il pourrait faire. Elle suggère d'envoyer une fusée vers la prison qui dit que la chaise est branchée. Et pendant ce temps, le maire lui se prend des bons coups de jus. Et la fusée de Bart, Lisa et Ralph est envoyée mais n'atterrit pas à la prison, mais dans le bureau de Monsieur Burns, qui lit que l'ancienne prison de Springfield reçoit de l'électricité gratuitement. Et à voir comme il coupe directement l'électricité. Ce qui sauve le maire Quimby, tout ça grâce à l'idée de Ralph. Thanksgiving vient de se terminer chez les Simpsons, et Bart et Lisa commencent à faire leur liste de Noël. Et sur leur liste, il n'y a qu'un seul produit cette année, ils veulent tous les deux la même chose, une nouvelle télé 9K. Et pour l'obtenir, Marge va profiter des soldes du Black Friday et partir de nuit pour avoir une bonne place, et attendre que Homer prenne la relève à 3h du matin. Une fois arrivé, Marge est à côté du vieux Gilles, qui comme d'habitude est dans une dèche pas possible, et qui lui est présent pour acheter un jouet pour sa petite fille. Et dans ce froid glacial, il est venu sans rien pour se protéger. Du coup, Marge lui offre ses gants, car elle sait qu'Homer vient à 3h du matin. Mais problème, Homer s'est bien réveillé à 3h du matin, mais une fois qu'il a passé le pas de la porte, son écharpe s'est pris dans la porte et il s'est assommé lui-même. Du coup, Marge doit attendre l'ouverture du magasin pour récupérer la télé. Une fois le magasin ouvert, c'est la guerre. Et même Marge cède à la violence en tapant des gens pour aller plus vite au rayon électronique. Mais elle aperçoit au loin le vieux Gilles qui se fait littéralement marcher dessus. Et prise d'empathie, elle le soulève et le lance directement sur le dernier nounours qui était venu chercher. Mais par cet acte d'empathie, elle rate la télé qu'elle veut acheter et c'est la famille de Cletus qui part avec, même s'ils n'ont même pas d'électricité. Et bien que le vieux Gilles soit heureux, en moins de 2 secondes, ils vend le jouet de sa petite fille pour juste $100. Son acte d'empathie n'a servi à rien. Marge sont désolés d'avoir ruiné Noël. Mais Homer et les enfants décident de dédier Noël à leur mère. Parce que clairement, même si elle a pas réussi à voir la télé, Bart et Lisa n'allaient pas lui offrir mieux. L'un prévoyait un collier fait en fil et l'autre un poème. Donc ils ont vraiment pas à se plaindre. Et du coup, ils décident de réserver une chambre dans un hôtel près d'un parc d'attractions. Mais le problème, c'est qu'Homer se fait avoir par la pub et le marketing pourri du site et réserve une seule chambre pour toute la famille. Mais d'abord, vu que Marge est sur les nerfs, il décide littéralement de l'endormir avec du thé. Ouais, le dernier mec qui a fait ça, il est actuellement en jugement. Bref, ils conduisent Marge jusqu'en Floride. Une fois arrivés à l'hôtel qu'ils avaient booké sur internet, ils ne ressemblent en rien aux photos. Mais Homer et les enfants décident de faire semblant d'être heureux pour rendre ce voyage plus agréable à leur mère. Même si le parc d'attractions est horrible, c'est une scène de crime ambulante, leur chambre est rikiki et ils rentrent et sortent par une porte d'Oompa Loompa. Et du coup, Bart et Lisa décident de se plaindre à la direction. Mais problème, c'est que la direction dit qu'ils ne peuvent rien faire face aux géants comme Disney et leur nouveau parc d'attractions Family Guy. Et c'est là qu'on voit une caricature de la famille Griffin et un Stewie qui nous dit qu'il était le Hit Boy en 2006. Bref, une petite pique pour dire que Family Guy est vieux jeu. Et derrière, on peut même voir une affiche qui dit performance de Seth MacFarlane qui chante du Frank Sinatra obligatoire. Parce que le créateur de Family Guy est connu pour chanter beaucoup de Frank Sinatra. Un pic classe et marrant, même si on sait que les Simpsons ont fait beaucoup plus de pubs pour Disney que Family Guy. Il continue à faire le tour et tombe sur les statues des vice-présidents. Et c'est là que Marge se rend compte qu'elle n'aime vraiment pas cet endroit et qu'elle et sa famille doivent partir au plus vite. Mais ils doivent d'abord récupérer leur argent. Et ça, c'est Bart qui va s'en charger. Il va remplir le lit de la gérante de l'hôtel avec les têtes des vice-présidents pour l'intimider. Et la famille Simpson peut maintenant rentrer chez eux. Mais à quelques kilomètres de Springfield, la voiture tombe en panne et ils marchent jusqu'à la ville et tombent sur le bar de Moe qui sert un dîner de Noël pour les vieux et les nécessiteux. Et c'est chez Moe qui passeront leur Noël. Et après ces menaces de Bart, ils recevront un chèque de $5000, ce qui est bien assez pour acheter une télé 9K, ce qui dans un sens sauve Noël. On se retrouve à l'école élémentaire de Springfield où une soirée devant le thème du casino est lancée. Et vous savez ce qu'il faut pas mettre dans un casino ?
Homer. Pas parce qu'il est malchanceux, parce qu'il est tellement bête qu'il est très chanceux. Il enchaîne les jeux, gagne beaucoup, et comme dans tout casino, dès que tu gagnes beaucoup, tu fais changer tes jetons contre du vrai argent. Et donc il va vers Martin, avec tous ses jetons pensant qu'il a gagné le gros lot, et Martin l'informe que ce n'est pas un vrai casino. Tout ce que les gens gagnent aujourd'hui, c'est que pour de faux, c'est une école publique. Et dès qu'il entend ça, il se met à retourner le casino. Cette soirée a un échec total, l'école s'est fait retourner, et Martin est forcé de démissionner de son poste de président des élèves. Et maintenant que le président des élèves a démissionné, une nouvelle élection est lancée. Et Lisa décide de s'inscrire. Mais face à elle, elle a un adversaire pas commode, Nelson. Et il achète déjà sa victoire avec des grilles d'Autriche. Donc Lisa doit trouver un moyen de gagner l'élection avec un truc meilleur que les grilles. Et bien qu'elle n'ait pas tous les avantages comme Nelson, Lisa se bat pour les bonnes choses. Ça demande même un prof de français qui parle vraiment français. Et elle arrive à récupérer des voix en faisant une seule chose, en chantant. Ceux qui se demandent, oui, cet épisode est une comédie musicale. La voix de Lisa touche les élèves et c'est elle qui finit par gagner l'élection. Mais problème, les professeurs voient la victoire de Lisa comme un danger. C'est la seule élève intelligente de l'école et donc elle est moins manipulable. Parce qu'ils préparent un plan pour sauver le budget de l'école en supprimant 2-3 choses assez importantes. Et pour avoir l'accord de Lisa, ils doivent la manipuler. Et comment ils trouvent un moyen de manipuler Lisa? Pas un poney, non, en lui faisant un relooking de l'extrême. Tout en lui répétant que c'est la nouvelle reine de l'école. Ouais, elle la glaise un maximum pour que ça lui monte à la tête. Et le lendemain, Lisa se rend à l'école dans la salle des profs. Et en ouvrant la porte, elle voit les profs se moquer de Milouz et sa façon de mettre son pantalon. Et en même temps, regarde, on voit ton caleçon. T'es pas Bad Bunny, frère. Mais ce matin, Lisa arrive avec beaucoup d'idées pour améliorer la vie des élèves. Idées dont ils se foutent car les profs ont déjà un plan. Et pour distraire Lisa, ils vont lui offrir une clé qui ouvre toutes les portes de l'école. Mais pour qu'elle reçoive la clé, elle doit signer un petit contrat qu'elle ne va bien sûr pas lire. Et c'était plutôt bien organisé parce que ce contrat, il est assez spécial. L'établissement cherche à économiser de l'argent et pour faire ça, ils vont supprimer quelques matières comme la gym, l'art et la musique. Et en signant ce contrat, Lisa les a juste aidés à valider leur plan. Vu qu'en tant que président des élèves, elle est leur porte-parole. Et dès le lendemain, les élèves découvrent que la salle d'art, musique et de gym sont totalement vides. Et ils annoncent qu'un décret a supprimé toutes ces matières avec la validation de la présidente des élèves, Lisa Simpson. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle s'est fait manipuler. Elle a signé son âme contre quelques bijoux et un relooking. Et tout le monde la déteste. Lisa se sent utilisée et pour se venger des professeurs, elle va se rendre dès le lendemain dans le bureau du principal. Elle lui demandait de faire une annonce avant de quitter ses fonctions de présidente. Et son annonce, c'est qu'elle lance une grève générale. Tous les élèves seront en grève tant qu'ils n'auront pas remis la musique, la gym et l'art. Et franchement, sa manifestation marche plutôt bien. Elle est super médiatisée dans la ville. Même les policiers finissent par rejoindre la grève. Et ça lance plein de mouvements de grève dans la ville. Mais Skinner doit remédier à ça. Et il trouve une solution très simple. Se débarrasser de Lisa et l'envoyer dans une autre école de Springfield privée. Mais à la seconde où elle pose un pied, Homer débarque en voiture et la reprend. Parce que forcément, cette école, ça coûte une blinde et qu'il veut pas payer. Et au final, les cours de musique, art et gym sont remis en place une fois le retour de Lisa à l'école. Un convoi qui se déplace vers le sud des États-Unis. Et pendant que le père de la famille nettoie un fusil, il tue accidentellement un bison, qui décide de dévorer et de donner à manger à tout le convoi. Mais la fille de la famille se refuse à manger du bison et leur demande de trouver une alternative en termes de nourriture. Parce que forcément, à force de tuer des bisons, ils vont faire disparaître toute l'espèce. Mais elle réussit à trouver une alternative en cueillant des pommes. Et elle leur demande de choisir. Soit ils continuent le convoi sans elle, soit ils acceptent de manger des pommes. Et elle a même pas le temps de se retourner, ils sont déjà partis. Pendant que le convoi tue de plus en plus de bisons, un jour ils se rendent compte qu'ils ont tué tous les bisons. Et en dernier recours, ils se mettent directement à vouloir consommer de la viande humaine. En commençant par le père, à l'origine de la pénurie de bisons. Mais un peu avant que son père se fasse manger, sa fille arrive et propose un tas de pommes. Ce qui sauve la vie de son père et celle du convoi, même si certains avaient déjà commencé à déguster. Troisième et dernière histoire. On fait la rencontre de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, deux jeunes qui font des travaux pour les maisons de riches. Huckleberry Finn s'amuse à marcher sur les mains et se blesse. Et la fille du propriétaire de la maison vient voir s'il ne s'est rien cassé. Et ils se tiennent la main un peu trop longtemps pour l'époque. Ce qui fait que le père de la fille les force à se marier. Mais lorsque le mariage arrive, Huckleberry Finn met un cochon à sa place. Et lui et son ami s'enfuient. Après ça, les deux seront recherchés par la famille de la jeune fille. Et des avis de recherche sont placardés partout. Et après avoir été dénoncés par un épicier, ils arrivent sur un bateau. Et une fois arrivés sur le bateau, par chance, ils partent au bar, qui sont malheureusement coupés à l'eau. Et ensuite le barman, deux tricheurs, ceux qui lancent une fusillade. Fusillade sponsorisée par Nerf, parce que les balles ne percent personne. Et le barman décide de les jeter par-dessus bord. Et au fond de l'eau, ils retrouvent la famille de la fille et ils se font terminer. On organise leurs funérailles et c'est la fin de l'histoire de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. L'épisode s'ouvre sur Bart qui est devant la télé et qui est interrompu par son grand-père qui vient le rappeler que c'est bientôt la fin de l'été. Et Bart se rend compte qu'il a rien foutu. Et donc en une journée, il va faire tout ce qu'il voulait faire l'été. Gagner un match de baseball, jouer dans une pièce et tomber amoureux. Il réussit à faire tout ça en seulement une demi-journée. Et son été peut enfin se conclure tranquillement. À part pour le fait que Lisa veut traîner toute sa famille au musée pour avoir une exposition sur les métiers à tisser. Mais une fois arrivé au musée, l'exposition a totalement changé. Ça devient une exposition sur les armes. Donc Bart et Homer sont beaucoup plus hype. Une fois arrivés, ils sont tous derrière dans la queue. Mais au loin, Homer aperçoit Flanders qui
lui est en tête de file, et donc il décide de le dépasser en faisant croire qu'il lui gardait la place. Et quand les gens de la file voient qu'Homer passe devant Flanders, ils vont tous se mettre à passer devant lui, et Ned va finir tout au fond de la file. Et le musée est cool, il y a des films sur l'art de la violence, un mur avec des couteaux avec lesquels Maggie s'amuse et même va braquer sa mère avec, des gilets pare-balles avec lesquels Homer va se tirer à bout portant dessus, et Bart a trouvé un nouveau moyen de torturer son meilleur ami, Milouz. Les Simpsons ont passé une super bonne journée, mais Ned, lui, n'est toujours pas rentré. Et au moment de rentrer, le musée ferme toute sa partie dédiée aux armes. La seule partie qu'il peut encore visiter, c'est celle sur l'évolution humaine. Et Ned est confronté à ce qu'on a tous appris à l'école. Les humains ne sont pas nés grâce au toucher magique de Dieu, c'est grâce à des milliards d'années d'évolution. Et en tant que bon vieux chrétien réac, il est totalement contre ça. Donc dès le lendemain, il va se rendre à l'église avec le père lui-même, qui en réalité en a rien à foutre de la théorie de l'évolution, il veut juste qu'on parle de son église pour que les gens reviennent chez lui au lieu d'aller à l'église d'en face. Et donc il va directement aller à l'école pour essayer de mettre une pression sur le principal, en le menaçant. Ah, les religieux, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et donc à partir d'aujourd'hui, l'école enseignera le créationnisme. Pour faire un résumé, c'est étudier l'histoire de l'homme en disant à chaque fois que la réponse, c'est Dieu. Et la seule personne qui s'oppose à ce nouveau mode d'enseignement, c'est Lisa, car elle parle de la théorie de l'évolution comme le mal, au lieu qu'elle nous a aidé à régler plein de problèmes et surtout à découvrir le corps humain. Et quand Lisa essaie de se faire entendre, sa voix est recouverte par des bruits de paix d'aisselle. Elle rentre à la maison et Marge voit bien qu'elle est énervée. Lisa lui explique que son école a remplacé leur façon d'enseigner par le créationnisme. Et ça devient encore pire que ça, l'église se met à mettre la pression sur toute la ville, pour faire disparaître tout ce qui a un rapport avec la théorie de l'évolution. Et toute la ville adopte le créationnisme comme seule vérité, parce qu'elle a été forcée par des menaces. Tous les livres qui font mention de la théorie de l'évolution doivent disparaître. Une tactique qui a adoptée par un petit moustachu en 1945, faire brûler tous les livres pour créer une nouvelle vérité. Mais Lisa continue à s'y opposer et donne rendez-vous au petit génie de l'école pour une réunion secrète. Réunion secrète qui se trouve être un cours où elle apprendra aux autres élèves la théorie de l'évolution. Mais elle sera assez vite stoppée par le chef Wiggum. Et c'est parti pour un procès qui opposera la science et l'église. Et l'église essaiera vraiment tout pour discréditer la théorie de l'évolution et se faire passer pour les gentils de l'histoire. Et bien qu'au départ Marge n'était pas à 100% derrière Lisa, elle décide de lire la théorie de l'évolution de Darwin pour s'informer et se cultiver. Une fois le livre lu, elle comprend totalement le point de vue de Lisa et elle sait même comment prouver qu'elle a raison. Le principal point d'opposition de l'église, c'est que pour eux, ce n'est pas possible que l'homme a pu être un moment un singe ou assez proche du singe pendant son évolution. Et pour prouver son point, Marge va utiliser quelque chose de très simple, son mari. Elle va lui donner une bouteille de bière qu'elle a verrouillée à mort, donc il ne peut pas l'ouvrir et il commence à être agacé et c'est parti pour un spectacle de singe. Et grâce à cette démonstration, Lisa prouve à tout le monde que l'homme est beaucoup plus proche du singe qu'on ne le pense. Tout ça grâce à son père. Homer et Marge ont un rendez-vous romantique. Le dernier moment, Monsieur Burns demande à Homer, Lenny et Carl de rester un peu plus longtemps pour finir du travail, ce qui met forcément Homer en retard. Et pour se faire pardonner, il décide d'amener Marge au cinéma, ce qui s'avère être un échec parce que tout le monde crie et fait du bruit, on dirait à la vraie vie. Et après avoir quitté le cinéma, sur la route, il tombe sur une patinoire et décide d'y aller. Mais ce soir-là, la patinoire est occupée par les joueurs de curling. Au départ, un peu triste de la nouvelle, Marge voit des gens de la ville qui jouent au curling et elle s'y intéresse. Ils vont passer la soirée à jouer au curling avec Skinner et sa mère. Et il les trouve plutôt doués, tellement doués que Skinner va finir par leur proposer de former une équipe, et pas pour n'importe quel événement, une équipe de curling pour les Jeux Olympiques. Et leur équipe représentera les États-Unis d'Amérique aux Jeux Olympiques d'hiver. Et pendant qu'Homer imagine ce que c'est les Jeux Olympiques d'hiver, Marge accepte la proposition. Et le truc c'est que bon, vous connaissez Skinner et sa mère, c'est engueulade sur engueulade, et Marge va essayer de comprendre pourquoi Agnès est aussi dure avec son fils. Et c'est là qu'on a une bribe de l'origine story d'Agnès, qui apparemment était une championne olympique, qui a participé aux Jeux Olympiques dans les années, je sais quelle année, et qui en même temps était enceinte de Skinner. Et au moment de faire une épreuve de saut en hauteur, elle frôle la barre, mais c'est là que Skinner, dans son ventre, donne un coup de pied, ce qui l'a fait échouer aux Jeux Olympiques. Une fois les qualifications commencées, les parents s'entraînent et les enfants traînent près des stades. Et c'est là que Lisa va tomber sur une petite fille qui fait tomber un pins qu'elle donnera à Lisa. Mais elle lui dira de faire très attention, parce que la collection de pins olympiques est une vraie addiction. Mais Lisa accepte le pins et ignore ce qu'elle a dit. Et même pas 2 secondes après, elle va acheter tout plein de pins olympiques. Et on découvre en même temps que la petite fille était un vieux monsieur. C'est à moitié drôle et à moitié inquiétant. Pendant ce temps, les parents Simpson ont commencé les qualifications pour les Jeux Olympiques. Et ils s'en sortent vraiment bien, jusqu'au moment où Homer lance la pierre un peu trop fort, ce qui va forcément balayer un maximum pour qu'ils puissent se qualifier. Et c'est réussi, les Simpsons vont aux Jeux Olympiques de Vancouver. Une fois arrivé à Vancouver, Homer tombe même sur le vieil ami. Mais maintenant qu'ils sont à la compétition, l'ambiance a changé. Agnès dit à Marge que Homer est un potentiel poids pour l'équipe et elle prévoit de le virer. Mais Homer, qui n'est pas loin, entend la conversation et se demande comment il peut faire pour ne pas se faire virer de l'équipe. Au même moment, Lisa continue à alimenter son addiction aux pins et tombe sur le pins le plus rare, le critique qui s'en fiche. Mais bon, Lisa a déjà dépensé tout son argent dans d'autres pins et le seul deal que le vendeur propose, c'est d'échanger le pins contre ses perles. Et c'est officiel, Lisa a perdu la boule. Marge la croise dans les rues de Vancouver en train de jouer du saxophone pour quelques pièces, pour potentiellement s'acheter plus de pins. Elle est arrivée à un point où elle a même plus de robe. Tout ce qu'elle porte, c'est des vêtements faits en pins. De retour à la compétition, Homer et Marge ont un match de la finale. Si Homer n'arrive pas à lancer la pierre dans la maison, c'en est fini pour les États-Unis. Homer lance la pierre et elle est très lente. Le seul espoir, c'est que Marge balaye comme une folle pour faire repartir la pierre. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle réussit à les qualifier pour la finale. Mais en même temps, elle brise un des os de son bras. Elle peut encore balayer avec un seul bras, mais ça rend la finale beaucoup plus compliquée. Marge abandonne
sonne et elle est en colère contre son mari. Mais Homer remarque que même avec un seul bras, elle est tout aussi performante. Et donc il décide d'aller quand même jouer la finale. Au même moment, Bart trouve une solution pour que Lisa récupère ses perles. Parce que comme elle a dit elle-même, sans ses perles, c'est juste une grande Maggie. Et pour se venger du vendeur, Bart va lui jouer un tour, en créant un faux pins en utilisant la carte d'identité d'Homer, et en gonflant artificiellement sa valeur. Et le vendeur tombe totalement dans le panneau. C'est la finale, les États-Unis contre la Suède. Homer lance la pierre, et le destin de l'équipe est entre les mains de Skinner et Marge. Il balaye, et Skinner brise son balai. Il ne reste plus que Marge, avec un seul bras, à doit réussir à les mener à la victoire. Et c'est réussi. Marge amène la pierre dans la maison, directement au milieu, et les États-Unis remportent la finale des Jeux Olympiques d'hiver. Alors, j'ai passé tout l'épisode de vous raconter ce qui se passe, mais quelle est la prédiction de cet épisode? Alors non, il n'y a pas de fille toute nue à Vancouver qui se balade avec une robe fait en pins. Non, la prédiction, c'est cette finale. Parce que pendant les Jeux Olympiques d'hiver d'après, au curling, la finale, c'était vraiment les États-Unis contre la Suède. Cet épisode Horror Show s'ouvre sur les Simpsons qui visitent une fête foraine mystique. Bien que Lisa soit contre les foires en général, elle tombe sur un homme qui a un numéro assez spécial. Il a plein de tatouages qui permettent de se plonger dans des univers alternatifs. Et vu qu'il vient de se faire virer, Lisa décide quand même de profiter une dernière fois de l'expérience. On retrouve Bart dans la forêt, qui entend une femme dans un trou crier, et il essaie de la sauver en creusant avec ses mains, mais c'est peine perdue. Et donc il va chercher Homer et Marge pour qu'ils puissent l'aider. Mais bon, même dans cet univers, Bart est connu pour faire des blagues, et tout le monde pense qu'il ment. Donc il décide de taper à toutes les portes de la ville pour voir s'il manque une femme. Mais tout le monde a l'air d'être chez lui, et personne ne croit Bart, à part Luan, la mère de Milouz. Il croit Bart et qui a l'air d'essayer de le ralentir, en lui faisant boire des verres de lait, car elle sait que ça l'endort. Une fois Bart un peu dans les vapes, elle l'enferme dans la chambre de Milouz. Bart doit rester réveillé, et il réussit en se mettant un shot de bar sucré dans la jambe. Il court vers où est enterrée la femme, pour essayer de la sauver lui-même vu que personne ne veut l'aider. Mais une fois devant, il entend qu'elle chante une pub pour une marque de burger. Bon déjà, Bart est rassuré qu'elle soit en vie, et retourne vite chez lui pour chanter la pub qu'il a entendue à son père. Et Homer connaît la seule personne en ville qui pourrait chanter un jingle de pub pour un burger. C'est Kirk. C'était donc bien Luan qui l'avait enterré, car il avait surpris en train d'acheter de la teinture bleue. Ouais, c'est toujours plus sain de tuer son mari que, je sais pas, divorcer. On se retrouve au Mont Springfield où toute la ville s'est réunie pour fêter l'anniversaire du vieil homme du Mont Springfield. Il y a vraiment toute la ville et surtout l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Burns. Et bien sûr, la famille Simpson. Une fois arrivés sur les lieux, ils admirent le vieux bonhomme du mont et Lisa met un poème qui lui est dédié qu'elle va lire en public. Mais Homer remarque quelque chose sur le visage du vieil homme, un arbre qui gâche son visage. Donc Homer va monter sur le visage et lui enlever l'arbre. La ville est devant le mont et Lisa se prépare à lire son poème. Et dès qu'elle commence, un bruit assourdissant retentit, à cause d'Homer qui a enlevé l'arbre qui était coincé sur le visage. Le vieil homme va s'écrouler et probablement faire des milliers de blessés. Tout le monde quitte très vite les lieux et une personne n'a pas le temps de s'échapper. C'est Monsieur Burns, qui est déclaré mort. Lisa est dégoûtée de ne pas avoir pu lire son poème, qu'elle avait écrit vraiment pour toute la ville. Et Marge donne une idée, pourrait publier son poème et le distribuer dans la ville. Au même moment, Smithers pleure la mort de son patron, qui quelques secondes plus tard franchit le pas de la porte, en espérant qu'il a survécu à la chute de la montagne en se nourrissant du lait d'une maman animale. Mais vu que toute la ville le pense mort, Monsieur Burns veut savoir ce que Springfield dit sur sa mort, et il espère secrètement que la ville le pleure. Mais le seul vieil homme qui est pleuré par la ville ce soir, c'est celui de la montagne. Là où lui il est décrit comme la pire personne possible, et que tout le monde est très heureux qu'il soit mort, remerciant même la montagne de s'être écroulée. Bon, pour moi ça c'est une réaction normale quand milliardaire meurt, et Monsieur Burns comprend enfin qu'il est détesté dans toute la ville. Pendant ce temps, Lisa imprime son poème et le distribue dans toute la ville. Et tout le monde à Springfield est hyper touché par ce qu'a écrit Lisa. Et en rentrant à la maison, Bart l'informe que son journal s'est hyper bien vendu et qu'il a vendu quelques abonnements à plein de gens de la ville. Et il la force à continuer à publier des journaux et elle se sent prête à se lancer dans cette aventure. Mais pour ça, elle aura besoin d'une équipe, donc elle va recruter directement dans son école. Monsieur Burns lui fait son retour en ville, montre à tout le monde qu'il est bel et bien vivant et fout en l'air les plans de Lenny, Carl et Homer. Et s'il est sorti, c'est pas juste pour montrer aux gens qu'il est vivant, c'est pour s'approprier le pouvoir comme le font tous les milliardaires en achetant des chaînes de télé. Monsieur Burns décide d'acheter tous les médias de la ville pour que personne ne parle en mal de lui. Pendant ce temps, Lisa, elle, distribue ses journaux indépendants et gère plutôt bien. Investigation, BD, bref, un vrai journal indépendant et peut-être même le dernier qui n'est pas contrôlé par Monsieur Burns. Acheter tous les médias de la ville, ça marche plutôt bien parce que les gens commencent vraiment à penser que Monsieur Burns est un bon type. Mais bon, il reste encore un média indépendant dans la ville, c'est celui de Lisa. Et après qu'elle ait publié un journal sur Monsieur Burns, les gens commencent à réaliser qu'il est peut-être pas si cool que ça. Et après l'avoir lu, Monsieur Burns décide de convoquer Lisa dans son bureau pour essayer de l'acheter, elle aussi, avec des poneys parce que l'argent ne marche pas avec une enfant de 8 ans, mais Lisa campe sur ses positions et refuse de vendre son média. Et c'est parti pour une guerre médiatique entre Lisa et Monsieur Burns. Pendant que Lisa est sortie pour distribuer son journal, la voiture de son père se fait attaquer. Ouais, il est prêt à tuer des enfants juste pour se faire passer pour le gars gentil. Ces milliardaires, quels anges. Et à force de se faire attaquer, l'équipe de Lisa abandonne et part tous de leur côté. À part Ralph qui lui s'est fait engager par le Chicago Tribute. Et la seule personne qui reste, c'est son frère qui s'occupe lui des caricatures. Et le lendemain, il décide de publier une caricature de Burns qui s'attaque à la liberté d'expression. Et pour répondre à cette attaque, Monsieur Burns va
faire un truc qui est totalement illégal. Il coupe l'électricité de la famille Simpson et du coup Lisa ne peut pas imprimer son journal. Le lendemain à l'école, Lisa est dépitée de ne pas pouvoir imprimer son journal. Mais c'est là que le principal Skinner la prend à part et lui montre une machine qui imprime sans électricité, juste en tapant des lettres sur une feuille. Et le lendemain, le titre du journal de Lisa, c'est Gna gna gna, on est de retour. Ah, c'est plus Lisa, c'est la fouine. Mais Monsieur Burns a un dernier coup tordu contre elle. Il invite Homer qui travaille dans sa centrale pour qu'il déblatère sur sa fille et va utiliser toutes les informations qu'Homer a données sur sa fille à son avantage pour dégrader l'image de Lisa dans les médias. Lisa est abattue, rendue par son propre père. Elle décide d'imprimer un journal où elle dit qu'elle abandonne. Homer entend pleurer sa fille et peut pas la laisser comme ça en sachant que tout ça est de sa faute. Et donc il décide de rédiger toute la nuit un papier où il déclare à quel point sa fille est extraordinaire et va le distribuer le lendemain à toute la ville. Et juste grâce à ça, toute la ville se met à publier des journaux indépendants, ce qui crée plein de nouveaux médias indépendants et pas contrôlés par Monsieur Burns. Juste en faisant ça, ils ont sauvé leur ville du fascisme. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.